Alors la notion de classe moyenne a une particularité, c'est qu'elle produit des effets par elle-même. Il suffit de prononcer le mot pour qu'elle produise chez les individus des conséquences. Donc classe moyenne, ça c'est associé à modération, efficacité, effort sur soi-même, gentillesse, absence d'avidité, plutôt tendance à la démocratie, ce genre de choses. Et donc l'enjeu de toute la construction autour des classes moyennes, ça consistait à trouver une légitimité ou une forme de légitimation à de nouvelles formes d'organisation en Afrique. Dès lors qu'on identifiait une catégorie de classe moyenne, ça voulait dire que le continent africain n'était plus du tout laissé de côté dans le processus de développement et de réduction de la pauvreté, mais participait, au même titre que l'Amérique latine, que l'Asie, à ce mouvement global d'établissement de ce qu'on appelle aujourd'hui une classe moyenne globale, qui serait essentiellement composée de populations du Sud dorénavant, pour des raisons démographiques, et qui produirait un effet de développement. Donc l'enjeu de ce mot-là, de ce buzz, c'était de créer une légitimité à l'investissement en Afrique. Changer la vision de l'Afrique, passer d'un continent du malheur, hopeless continent, comme disait un numéro The Economist, à une Afrique au contraire du miracle, et c'était un autre numéro, 10 ans plus tard, de The Economist, qui va parler d'émergence africaine. La notion est performative, c'est-à-dire qu'elle produit la réalité qui n'existe pas. Et c'est un peu le problème qui s'est posé, c'est que la catégorie, le nom, la manière de l'appeler, a pris le pas sur le contenu. Et donc on s'est mis à appeler classe moyenne, ce qui ne correspond en rien à des classes moyennes, mais qui correspond simplement à des gens ou à un ensemble de catégories de ménages qui progressivement, par une multitude d'activités, sont en train de s'en sortir progressivement, qui de plus en plus sont plutôt dans la petite prospérité que dans la précarité, et qui tendent peut-être progressivement à former à terme quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une classe moyenne, mais personne n'en est sûr. Donc vous voyez, l'enjeu, c'est un enjeu politique, à la fois dans la construction et dans la déconstruction. Attention cependant à ne pas croire qu'il y a eu un complot. Personne n'a décrété que la classe moyenne allait exister et qu'on allait faire croire que. C'est pas du tout passé comme ça. La Banque africaine de développement n'a pas essayé de manipuler les choses. Ils ont fait un effet d'annonce, et sur cet effet d'annonce se sont greffés une multitude d'intérêts. Les intérêts des investisseurs privés qui tout d'un coup voyaient s'ouvrir un marché de 350 à 400 millions de personnes pouvant acheter des produits. Et donc aussitôt ils se sont jetés dessus. Les journaux économiques se sont jetés dessus parce qu'ils avaient annoncé une nouveauté totale et donc faire aussi de la vente. Les cabinets de consultants y sont allés parce qu'ils ont été mandatés par des entreprises ou des gouvernements pour faire la même chose. Et en même temps, les organisations internationales pouvaient dire, regardez à quel point nos programmes de lutte contre la pauvreté marchent, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de pauvreté, on parle de classe moyenne. Et comme on ne parlait plus que de classe moyenne, ben on a oublié qu'il y avait de la pauvreté qui restait à 60% en Afrique. Alors, le milieu de la recherche a été tout d'abord extrêmement réticent à s'occuper de cette histoire de classe moyenne. Alors, je fais exprès d'utiliser le mot « cette histoire de classe moyenne » parce que ça paraissait totalement démentiel à l'origine. La première fois, je me rappelle encore, la première fois où on m'en a parlé, c'était pendant un repas. On était plusieurs universitaires. Les universitaires parisiens ont quasiment claqué la porte, et en disant c'était n'importe quoi. Et la seule différence avec moi, c'est que j'étais d'accord avec eux, sauf que j'avais 3h30 de train à l'époque à faire pour rentrer sur Bordeaux, et que pendant 3h30 j'ai réfléchi, et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc j'ai regardé notamment les documents qu'on nous donnait. Donc il y a une réticence, pourquoi? Parce que cette notion de classe moyenne, elle correspond à quelque chose d'extrêmement précis en sciences sociales, en sociologie notamment, et en sciences politiques. Or, quand on regarde ce qui se passe dans les sociétés africaines, on n'a pas du tout les processus qui ont existé dans les sociétés occidentales du 19e siècle et du 20e siècle. Donc, parler de classe moyenne en Afrique, ça n'a pas de sens historique ni dans les processus économiques. Les classes moyennes ne correspondent pas à un mode de production en Afrique, ne correspondent pas à un mode de production particulière, ne correspondent pas à des spécialisations professionnelles particulières, n'ont pas d'identité politique particulière, ça ne marche pas. Donc la classe, ça ne marche pas, classe moyenne encore moins, on n'arrive pas à la définir. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter tout ça en disant c'est totalement stupide? En fait, pas du tout, et je crois que le principal apport du travail de la Banque africaine de développement, il n'est certainement pas sur cette histoire de classe moyenne, mais sur l'identification de ce qu'ils ont appelé, après la Banque asiatique de développement, la floating class. Donc un groupe de population, alors eux ils le font entre 2 et 4 dollars, mais on ne va pas trop s'embêter avec ça, on va dire des gens
qui commence à s'en sortir, mais dont la situation n'est pas du tout stabilisée. Il ne viendrait à l'idée de personne en Europe de dire et classe moyenne, une catégorie qui passe 6 mois de son année dans la pauvreté, dont les niveaux de revenus annuels vont tourner autour de... Alors en Afrique, on parle de 3 dollars à peu près par personne et par jour. Ça paraît absurde. Sauf que si on raisonne en termes de tendance générale, et qu'on regarde comment ces flux apparaissent, donc ils apparaissent de la réduction de la pauvreté. En Afrique, on voit que la pauvreté diminue statistiquement. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Donc on voit ces flux qui apparaissent, on voit ces gens qui font des allers-retours entre la pauvreté et la petite prospérité, et on va regarder concrètement, empiriquement, si ça se transforme dans le temps. Donc d'une part, si la durée des séjours en pauvreté diminue, et si la fréquence des séjours en pauvreté diminue aussi. Et on va regarder si ces gens qui sont en train de sortir éventuellement de la pauvreté transmettent leur capital aux générations suivantes. Alors, en Afrique, on n'a quasiment pas d'expérience, sauf pour quelques sociétés, l'Afrique du Sud, un peu le Ghana. On avait le cas de la Côte d'Ivoire, mais à cause de la guerre et de la situation de crise, on a eu un trou. Un peu le Kenya, mais à peine. Donc vraiment, Afrique du Sud et un peu le Ghana. Je laisse de côté l'Afrique du Nord, c'est totalement différent. Donc on n'a pas d'expérience. Par contre, on sait qu'en Amérique latine, ça prend 2-3 générations. On sait qu'en Chine, le mouvement existe, avec d'autres bases bien entendu, mais qu'on est à la 2e génération à peu près. On sait qu'en Inde, on a eu ce mouvement qui existe aussi, avec des formes totalement différenciées. Et donc on se dit, on va travailler, on va développer des études. Ces études vont porter sur les fréquences, la durée de retour en pauvreté, la transmission générationnelle, et on va voir ce qui se passe. À ce jour, personne ne sait ce qui se passe parce qu'on n'a pas les résultats des études. Mais il y a un enjeu fondamental. Si on a une stabilisation en petite prospérité de ces catégories, si ces catégories transmettent leur capital aux générations suivantes avec une amélioration du milieu d'éducation, alors ça veut dire qu'on a des bases pour un processus de développement. Il suffira d'avoir une politique de développement qui appuie ces mouvements pour avoir un effet vertueux de développement. Mais pour le moment, les résultats ne sont pas là. On attend les résultats. Alors en Côte d'Ivoire, on a une situation tout à fait particulière parce qu'on a historiquement des classes moyennes qui apparaissent à un moment donné. Enfin des classes moyennes, des catégories de revenus intermédiaires qui sont en train de s'enrichir. Elles sont très nettement identifiées, elles sont liées à la fois à l'agriculture industrielle, l'industrialisation de l'agriculture de plantation en Côte d'Ivoire, mais aussi au développement de l'administration et des entreprises privées qui emploient de plus en plus de personnes. Donc on a cette montée en gamme et on en a une illustration absolument géniale dans la fameuse BD Aya de Yopougon, qui est une BD très célèbre pour les gens qui travaillent sur l'Afrique ou sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'histoire de Yopougon, c'est un quartier d'Abidjan, et c'est l'histoire d'une famille justement qui est voilà, ce genre de choses, petite prospérité. Le père travaille, la mère ne travaille pas, mais on fait des petits boulots à côté. Au salaire fixe du père se rajoutent des petits revenus à droite à gauche. Les enfants font des études, et ces études vont les amener à occuper des emplois supérieurs et à commencer à faire des alliances avec d'autres familles. Donc en Côte d'Ivoire, on avait ça, et puis la crise économique, la crise du cacao, la crise des marchés apparaît, puis après la crise politique par derrière, et ça va tout bloquer jusqu'en 2011-2012, le retour à la pacification, on va dire, en Côte d'Ivoire. Donc on a un trou, et si vous regardez le PIB par tête en Côte d'Ivoire, le PIB par tête aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas plus élevé que ce qu'il n'était au début des années 60, alors qu'il est monté entre-temps de manière considérable. Donc Côte d'Ivoire, on a essayé de voir s'il y avait, en dépit de ce trou, on pouvait identifier des transmissions de ces anciennes classes moyennes. Il semble que oui. Alors il semble parce que c'est pas encore très clair, mais on continue à essayer de multiplier les enquêtes. Donc il semble que oui, on voit apparaître de nouvelles catégories qui commencent à monter, de professionnels, mais on n'est plus sur du riche, des 15% les plus aisés de la population, que sur des intermédiaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La croissance ivoirienne est très forte, mais là, le système de redistribution des revenus n'a pas lieu. En tout cas, pas pour le moment. Et il n'y a pas de véritable politique de classe moyenne du gouvernement ivoirien. Alors, le mot est parfois utilisé, c'est très politique, c'est très
chaud comme mot à utiliser. Mais il n'y a rien de particulier. Il y a une politique d'émergence, donc ça veut dire classe moyenne. En même temps, classe moyenne, on ne sait pas trop ce que c'est. Là encore, on n'a même pas 10 ans de croissance très forte en Côte d'Ivoire. On voit des effets qui commencent à apparaître. En termes de stratification sociale, c'est trop tôt pour savoir ce qui se passe. C'est trop tôt. Donc c'est un peu la conclusion du travail. Il y a des bases en Côte d'Ivoire. On essaie de voir si ces bases vont servir de reconstruction de la nouvelle classe moyenne et d'accélération du processus de constitution ou pas. Pour le moment, on ne sait pas.